contre l'insécurité au Mali, comment comprendre la montée en puissance des femmes, entendues forces armées maliennes? C'est la question que l'on se pose ce soir et on vous la pose aussi, peut-être avez-vous des réponses. Comment vous expliquer cette montée en puissance des forces armées maliennes malgré les différents rapports des organisations internationales qui semblent démontrer le contraire? En tout cas, les autorités maliennes de Bamako, les autorités militaires continuent d'engranger des victoires sur le front du terrorisme. Les FAMA, les forces armées maliennes travaillent d'arrache-pied dans l'exécution de leur mission régalienne de protection de personnes et de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. La montée en puissance des FAMA n'est plus un mythe, mais une réalité indiscutable sur le terrain, même s'il existe des efforts à fournir. En effet, la population à vocation agro-pastorale a pu exercer ces derniers temps en toute sécurité ses activités champêtres sous la protection des FAMA. Comment vous expliquez donc cette montée en puissance? C'est la question que l'on vous pose ce soir et la réponse certainement dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous êtes très nombreux à nous suivre et cela nous honore. Et bien sûr, nous parlons d'un pays que vous aimez bien, le Mali, le pays d'Assimi Goïta, de Choguel Maïga, de Abdoulaye Maïga et bien sûr de Abdoulaye Diop, pour ne citer que ceux-là parmi ceux qui sont les plus visibles en tout cas. Merci donc de faire confiance en la télévision panafricaine qui parle aujourd'hui de la lutte contre l'insécurité au Mali en s'interrogeant comment comprendre la montée en puissance des FAMA. Votre réponse nous intéresse, vous nous appelez à tout moment. À tout moment, vous réagissez. Cette émission, elle est la vôtre, mais également celle de notre consultant permanent, Jonathan Batenguini, qui est avec nous ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci de rester dans ce combat qui est un combat pour la dignité, un combat pour l'intégrité de l'humanité. Parce que l'histoire nous apprend que l'humanité a commencé en Afrique. Et l'intégrité de l'Africaine s'abordait. C'était l'intégrité de l'humanité entière qui se trouvait ainsi mise en difficulté. Aujourd'hui que nous nous battons pour que cette intégrité, cette dignité soit retrouvée, effectivement, nous nous battons donc pour la dignité de l'humanité entière. Bonsoir à tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que cette émission ait lieu, tout le personnel FOYO, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité. Un bonsoir particulier aussi à mon frère Diawara, qui sera certainement avec nous tout à l'heure. Oui. C'est un plaisir toujours que d'avoir mon frère de l'autre côté, mon frère de Bamako, sur le plateau. Oui. Comme depuis 2 mois, nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, embastillée dans les geôles du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui la retient injustement et sous le fallacieux prétexte d'un complot. Madame Edith Puchéry-Ballet est une combattante des droits de l'homme. C'est grâce à elle qu'il y a eu une augmentation salariale grâce aux luttes qu'elle a portées. Elle s'est illustrée dans la défense de la Constitution lorsque M. Alassane Dramane Ouattara voulait modifier la Constitution et il avait déjà ainsi embastillé injustement. C'est la 2e fois qu'il le fait. Il a cette fois-ci innové en ceci qu'il a demandé qu'elle soit coupée de toute visite. Et ça, c'est doublement injuste. Nous demandons la libération de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, qui n'est en rien responsable du mercenariat qui a été érigé en activité publique au Côte d'Ivoire. Elle a plutôt été celle-là qui voulait, dans la bonne volonté, apporter sa contribution à la résolution de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Crise qui ne fait qu'humilier le peuple ivoirien, qui est las de se voir ainsi ridiculisé par
les manœuvres basses de son chef de l'État. Nous demandons donc sa libération. Nous disons, Pulchéry, courage. Pulchéry, courage. Toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes sont avec toi. Tu as le soutien de toute l'Afrique. Tu es notre Myriam Makeba, tu es notre Nelson Mandela là-bas. Nous sommes avec toi et nous savons que bientôt tu seras libre avec ta dignité, ton honneur, comme tout le peuple ivoirien très bientôt. Merci donc Jonathan Batengene et bien sûr cet appel à la libération de Pulchéry Ballet et qui justement dès son retour du Mali qui est notre sujet d'ailleurs, quelle belle coïncidence, a été embastillé pour dire exactement vos mots. Alors Jonathan Batengene, un Mali qui continue son bonhomme de chemin, notamment dans la lutte contre l'insécurité, malgré tous les différents rapports quand même qui pullulent venant des firmes occidentales, essayant de démontrer le contraire de ce qui est de plus en plus perceptible. Les gens vaquent à leurs occupations très tranquillement, j'allais dire, du côté du Mali. Oui, vous savez, il y a aujourd'hui toute la construction. On parle du départ des forces Barkhane. Oui. C'est l'actualité. Tout à fait. Il y a une victoire, on a gagné, tout ça. Non, nous ne sortons pas encore les marmites parce qu'en Afrique, c'est avec les marmites qu'on célèbre les victoires. C'est ce mercredi que le président Macron devait annoncer justement la fin de l'opération Barkhane. Ne jubilons pas, peu importe l'information qui est véhiculée, qu'ils déplacent leurs troupes. C'est un changement de stratégie. Oui. Et ce changement de stratégie revient à une autre stratégie qui est utilisée par les États-Unis déjà depuis 1960 et qui semble bien marcher. En fait, pour expliquer très clairement aux téléspectateurs, la géopolitique a trois moments. Oui. Trois moments sur lesquels on lit une action géopolitique. Il y a le temps court, le court terme. C'est l'action qui se réalise au quotidien et qui, sur 1-2 ans, peut avoir une signification particulière, une signification importante pour ceux qui les posent. Il y a le moyen terme, c'est-à-dire sur 10, 15 ans, 20 ans, ce qui se réalise. Et puis il y a le long terme, sur 50 ans, un siècle. En fait, quand les États-Unis ont perdu la guerre au Vietnam, ils avaient un enjeu. Ils se sont dit, la perte de cette guerre ne doit pas se solder par la perte de l'influence états-unienne. Et ils ont travaillé sur les mécanismes d'intégration du Vietnam à l'économie de marché. Et quand le Vietnam, qui avait réussi sa révolution et sa libération par le biais des militaires, qui proclamaient le communisme comme idéologie, vous savez que Ho Chi Minh c'était un communiste, proclamait le communisme comme idéologie, a voulu appliquer la politique communiste. À un certain moment, ils se sont rendus compte que dans l'environnement international, ce n'était pas viable, ce n'était pas performant. Ils ont été obligés de shifter de changer les mécanismes économiques et d'adopter ceux du néolibéralisme. Donc il y a eu une défaite états-unienne du point de vue militaire, mais du point de vue idéologique, à moyen terme, ils ont réussi à retourner les Vietnamiens, si bien que les Vietnamiens aujourd'hui sont néolibéraux. Et les marchés du Vietnam sont tellement puissants aujourd'hui, même si ils affirment leur puissance, mais ils sont dépendants du marché international. Et d'ailleurs, les États-Unis, sachant que la défaite militaire pouvait être très bien gérée par les victoires idéologiques, ont travaillé tellement sur les mécanismes idéologiques qu'ils ont pris le contrôle de tout ce qui est mécanisme idéologique international. Et ils se disent que c'est ainsi qu'ils tiennent les pays du monde. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu cette crise entre la Russie et les États-Unis, en Ukraine, le premier élément sur lequel les États-Unis ont joué, c'est les mécanismes internationaux de son hégémonie. Le gel des avoirs des Russes. C'est des actions géopolitiques que les États-Unis posent. Parce qu'ils savent qu'ils ont le contrôle hégémonique, ils ont le contrôle des mécanismes de commerce international et de la finance internationale. Au Vietnam,
Ils sont conscients de cela. Donc, ils jouent toujours un rôle d'influence sur le pays. Ils peuvent, par exemple, menacer le Vietnam de sanctions économiques en cas de crise entre les deux pays. Donc, même s'ils ont perdu militairement, ils n'ont pas totalement perdu en matière de puissance, d'influence, de capacité à changer les politiques publiques dans ce pays. Et vous voyez bien que les États-Unis continuent à ce jeu. Alors, nous sommes dans une grande bataille géopolitique actuellement. Et cette grande bataille géopolitique demande que nous n'ayons pas une lecture court-termiste. Si nous avons une lecture court-termiste, le départ des bases militaires françaises prend un sens de victoire. Mais quand on entre maintenant dans le moyen et puis le long terme, il faut travailler sur les mécanismes qui font qu'il n'ait plus le contrôle idéologique sur nous. Et que le panafricanisme se déploie dans toute sa splendeur et sa robustesse, de telle sorte qu'elle devienne non pas seulement une idéologie de plateau, ou bien une idéologie de la littérature, mais une idéologie qui permette au peuple africain d'affirmer leur souveraineté dans le monde et de proposer un modèle performant pour les autres peuples. Alors, nous avons pris ces développements préalables parce que dans le cadre de la France va travailler maintenant sur les mécanismes de contrôle idéologique. Ça peut être par exemple la politique humanitaire. Avec la politique humanitaire, ils peuvent utiliser un ensemble d'acteurs. Par exemple, vous avez vu quand Macron est venu en Afrique, il a parlé de la coopération culturelle. Donc, avec la politique humanitaire, on utilise par exemple des organisations non gouvernementales qui, en ce moment-là, on peut leur donner l'ordre de ne plus travailler dans la désinformation, mais pour le cas d'espèce, actuellement, elles travaillent dans la désinformation. Mais on peut leur demander de ne plus travailler pour la désinformation, mais d'apporter de l'aide et de couvrir des secteurs clés des pays africains. Si bien que les pays africains deviennent dépendants de ces organisations non gouvernementales. En ce moment, le contrôle est assuré cette fois-là par des acteurs qui sont dans le sol. Quand vous le dites, est-ce que ça explique le fait qu'au niveau du Mali, le discours est désormais un peu dilué dans les médias? Il y a des médias qui n'ont plus la même position qu'ils avaient quand même vis-à-vis des autorités actuelles. Oui. Tout à fait. Maintenant, cette stratégie elle est plus subtile et plus dangereuse. Parce que, en fait, ils savent que ce que les armes ne peuvent pas faire, c'est gagner les foules. Oui. Or, avec les actions de cette diplomatie parallèle, on gagne les foules, on retourne l'opinion, on contrôle l'opinion. Et la bataille de l'opinion est la bataille la plus décisive. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la France quitte pour que la France se sente obligée de déplacer ses bases militaires? C'est que l'opinion publique ne lui était plus favorable. Donc, et ce qu'elle va faire maintenant, c'est travailler davantage sur les mécanismes de contrôle de cette opinion et de renégocier, de changement de perception de sa présence ou bien de sa coopération à partir de l'opinion. Oui. C'est une nouvelle forme de guerre qui va être menée avec les pays africains. Nous devons rester vigilants parce que souvenons-nous des indépendances. Les indépendances tronquées, c'était nous accorder de manière formelle l'indépendance et créer des mécanismes de dépendance qui sont subtils et qui sont officieux. C'est un peu le même mécanisme qui veut être adopté. C'est-à-dire, nous sommes dans une deuxième grande lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale de l'Afrique. Oui. Ils se disent, à ce jeu-là, peut-être que nous avons perdu, mais nous n'avons pas totalement perdu parce qu'il y a la stratégie états-unienne qu'ils ont déjà vu pratiquer et qui semble marcher. D'ailleurs, c'est pourquoi ils sont tous pressés de sanctionner les pays qui défient l'ordre international états-unien. Et ils se disent, on va utiliser ces mécanismes-là qui nous permettent de contrôler les pays à partir des mécanismes de financement, du social, de la santé, en fait, les secteurs qui ne sont pas liés directement aux politiques. Oui. Mais par là, on vous tient si bien que vous savez qu'en fait, votre survie dépend de ces acteurs. Et d'ailleurs, ils peuvent influencer votre opinion dans la mesure où il suffit qu'ils commencent à poser des actes au niveau de ces secteurs-là pour que vos populations se retournent et vous disent « Ah, vraiment, nous, on souhaiterait bien survivre. Ceux-ci, ils nous aident. On n'entend pas rompre des relations avec eux. » Donc, ils vont rentrer dans une nouvelle forme de coopération avec l'Afrique, mais qui est toujours dans la même logique de domination hégémonique sur l'Afrique. Et les Africains doivent donc
travailler pour que ça n'arrive pas. Très bien. Alors voyons si Issa Diawara est déjà en ligne avec nous. Général Diawara, vous êtes avec nous? D'accord, on le retrouvera dans quelques minutes. Et donc nous revenons vers Jonathan Batengeni. Joe, après tout ce préalable, comment vous expliquez donc la montée en puissance des forces armées maliennes? La montée en puissance des forces maliennes tient à ce que la bataille de l'opinion actuellement est favorable. Oui. La bataille de l'opinion est favorable. Les poussées à partir des activistes ou bien des acteurs du monde culturel qui ont été menées par la France-Afrique, par la jeune française pour discréditer l'armée malienne n'ont pas marché. Toutes les poussées ont été vouées à l'échec. Vous avez une contre-offensive de l'opinion publique panafricaine dans les réseaux sociaux et sur l'ensemble des plateformes qui fait que leur campagne de désinformation et de discréditation de l'armée malienne ne marche pas. Oui. Ça donne donc les coups de franche à l'armée malienne qui, est montée en puissance du point de vue matériel avec l'appui des Russes, Oui. et qui est galvanisée par le soutien populaire qu'il lui a apporté, la conviction que tous les Africains nourrissent qu'elle est capable de réaliser les missions pour lesquelles elle a été formée. Et cette montée en puissance n'est qu'en fait la résultante sui generis de cette situation-là. Donc le soutien populaire y est pour beaucoup, mais cependant il y a quand même une partie de la population, et on en parlait, et je crois en off, c'était hier, on en parlait, du côté de Gao, où il y a eu des manifestations, si je puis le dire. Oui. Les populations de Gao ont répondu à l'appel des centrales syndicales, comme quoi, pendant 48 heures, ce serait Gao mort, tout simplement, pour protester contre un certain nombre de choses liées à l'insécurité, mais surtout à des agissements de certains hommes en tenue qui se livrent aux raquettes, entre autres. Oui, il faut noter une chose. Dans les guerres, il y a des situations qui arrivent qui ne sont pas agréables. Et les militaires, quand on soutient une armée, n'allons pas croire que les militaires sont tous des saints. Les militaires, sur les théâtres de guerre, sont parfois confrontés à cette situation. C'est pourquoi d'ailleurs dans chaque armée, il y a une police militaire. Laquelle police militaire est responsable d'assurer le maintien de l'ordre, ou du moins d'assurer la discipline interne. Oui. Ce qui permet aux éléments de ne pas se livrer à des excès. Les excès sont parfois dus aux conditions, aux conditions psychologiques dans lesquelles les militaires interviennent. Vous avez des militaires qui arrivent sur des champs de guerre. Je ne suis pas en train de justifier, nous sommes en train de comprendre pourquoi certains comportements surviennent dans les champs de guerre. Vous avez, quand vous échangez avec des militaires qui vont dans les champs de bataille, ils expliquent très bien que sur les champs de bataille, ils voient leurs collègues se faire tuer, ils voient des amis, ils perdent des amis très proches, ils perdent des personnes qu'ils avaient en affection, et parfois c'est dû à une collaboration entre les populations qui sont censées protéger et ceux qui sont les assaillants. Pour des militaires parfois qui n'ont pas assez de retenue et n'ont pas une bonne capacité d'interprétation de la situation, ils sont tentés de poser des actes de représailles contre des civils, ce qui ne devrait pas arriver et ce qui est condamnable. C'est pourquoi la police militaire dans les champs de guerre est très importante. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de telles situations, lorsque vous avez des populations qui posent de telles revendications, l'armée malienne doit faire intervenir la police militaire pour identifier les éléments. Pourquoi? L'expérience camerounaise est une expérience qui peut parler aux Maliens. Lorsque l'armée camerounaise a connu des éléments incontrôlés qui ont commis des bavures, au départ, d'abord, le communiqué du ministère de la Défense visait à nier les faits. Mais lorsque les enquêtes ont été menées par la sécurité militaire, parce que c'est ici au Cameroun, c'est la sécurité militaire qui s'occupe des missions de police militaire, lorsque les enquêtes ont été menées par la sécurité militaire, qu'ils ont déterminé les responsabilités
dans la bavure, non seulement l'armée a communiqué sur l'effectivité des bavures, mais ensuite l'armée a sanctionné. Et les membres de l'armée qui étaient incriminés ont été portés devant un tribunal militaire où ils ont été jugés et condamnés. C'est la meilleure procédure à suivre dans de tels cas. Il ne faut pas... la posture consistant à vouloir nier ne fait qu'aggraver la situation. Parce que ici, il faut quand même préciser comme si les autorités maliennes n'ont pas nié les faits. Tout à fait. On n'a pas communiqué tout simplement là-dessus, à moins que Issa Diawara tout à l'heure dise... dans de telles perspectives où les populations manifestent un mécontentement, c'est tout à fait normal sur les théâtres de guerre. Donc, il faut d'abord que l'opinion panafricaine le sache. Ce n'est pas... les théâtres de guerre ne sont pas des zones de jeu. C'est des zones où vous avez des hommes qui risquent leur vie. Il y a des conditions extrêmement délicates dans lesquelles ces hommes interviennent. Ils ont affaire à des gens qui se dissimulent dans la population. C'est des guerres asymétriques. Les combattants auxquels ils ont affaire ne viennent pas en tenue militaire, ils ne sont pas là-bas avec des chars et du matériel. Non, c'est des personnes qui sont embusquées dans la population et comme ça, ils peuvent surgir, mener l'attaque et repartir se fondre dans la population, créant donc une confusion qui, si vous n'avez pas des militaires assez aguerris pour ce genre de guerre, peuvent tirer sur des populations civiles. Effectivement, des dérapages peuvent exister, ce qu'on appelle des bavures, ça peut exister. Et si ça arrive, ce qu'il serait intéressant de faire, parce que le panafricanisme n'est pas un quitus à des violences gratuites sur les populations civiles, mais ce qu'il est intéressant de faire, l'État du Mali peut mener des enquêtes. Et c'est la confiance retrouvée dans l'armée qui fait en sorte que les missions de l'armée sont rendues possibles sur le terrain. S'il y a des enquêtes, que des responsables sont identifiés, que les responsabilités sont établies, en ce moment-là, l'armée prend des décisions, prend un communiqué et dans le cadre de la transparence, explique les conditions dans lesquelles la dite situation s'est produite, cette situation problématique. Ça permet aussi aux populations de savoir que l'armée n'a pas envoyé ces éléments pour les massacrer. Oui. C'est un très bon signal pour les populations parce que là, elles sont rassurées que l'armée n'a pas envoyé des éléments pour organiser un génocide. L'armée n'a pas stigmatisé une population. L'armée est dans une mission, mais parfois, il y a des éléments incontrôlés qui peuvent succomber à leur colère. C'est des éléments qu'on essaie de détecter pendant la formation militaire, mais il y en a qui échappent au contrôle psychotechnique. Donc, ces éléments-là, si ça arrive, malheureusement, il faut qu'ils soient jugés devant une cour martiale. Et lorsqu'ils sont jugés, qu'ils soient sanctionnés. Ça permet de garder la cohésion. Ce qui est dangereux, c'est ce type de communication, d'exploitation de ces situations par les organisations non gouvernementales occidentales. Il y a par exemple... l'organisation Amnesty International qui a commencé à faire un ramdam sur la dite situation, a voulu l'exploiter à des fins politiques parce que l'objet d'Amnesty International c'est de porter la question vers vers le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et finalement vers la Cour pénale internationale. Pas seulement la Cour pénale internationale mais l'utiliser au Conseil de sécurité pour trouver une mesure d'ingérence humanitaire au Mali. Donc, c'est cette exploitation malsaine, par contre, qui est à refuser, qui est à dénoncer. Et cette exploitation malsaine participe, en fait, de la déstabilisation à partir d'une scène qui peut être normalement connue par les autorités. Merci, Joe. Alors, on me fait savoir que Issa est là. Il y a aussi Abou d'Angleterre qui souhaite réagir. Alors, prenons d'abord le pouls avec... notre ami, allons du côté de Abou pour le libérer parce qu'il a mis un peu de temps au standard. Très cher Abou d'Angleterre, bien le bonsoir. Bonsoir mon très cher frère, monsieur Bachir Ladon. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Que du bonheur. Sentez-vous saluer avec beaucoup d'amour profond, de paix et de joie. Vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue votre invité d'honneur, le brillantissime Batenguede, celui-là même qui fait la fierté de tout le Cameroun et de l'Afrique entière et de l'humanité. Voilà, c'est un humain plein comme on le dit en Côte d'Ivoire. Une fois que j'ai dit cela, je salue tous les techniciens, même des services de sécurité, des foyers médias,
Et en ce qui concerne la problématique de ce soir, vous savez, la montée en puissance de l'armée malienne, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours prêché ça. Nous avons dit que la collaboration avec la Russie est une collaboration saine. C'est une collaboration gagnante, positive. C'est elle-là même qui peut apporter le salut de l'Afrique. Parce que depuis la nuit des temps, la Russie a toujours été aux côtés de l'Afrique. Et quand la Russie est venue porter main à l'Afrique a toujours gagné. On a plusieurs exemples en Angola, on a des exemples en trucs comme après ça, Guinée-Bissau, on a des exemples partout, autant de révolutions en Afrique. Au Congo même, la Russie, à travers la Cuba, a voulu aider le Congo, mais les Congolais n'étaient pas encore assez élevés dans l'esprit pour comprendre, et l'approche là-bas a été limitée. Mais bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons un partenariat crédible, et dans la vie, il faut toujours, parce que nous, le panafricanisme que nous prenons est simple. Nous avons dit que le panafricanisme, quand on parlait de pana, c'est-à-dire que échange des peuples, nous on a changé ça, maintenant on a dit le panafricanisme, c'est tout ce qui concourt à l'intérêt de l'Afrique et panafricanisme. Donc, si on peut faire une alliance avec Satan pour concourir à l'Afrique, à l'intérêt de l'Afrique, pour nous c'est panafricanisme. Donc, on dit tout pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, ça dit que tout partenariat qui vient faire la montée en puissance de l'Afrique est pour nous un partenariat positif et sain. Donc, nous louons la continuité de ce partenariat Russie-Mali. Nous disons qu'aujourd'hui, tous les peuples africains doivent copier sur le Mali. Où la Russie met le pied, c'est toujours gagnant. On a vu en Syrie, on a vu partout. Donc, il faut plus tergiverser. Le Burkina d'aller avec la Russie. Il faut plus tergiverser parce que même les Français qui nous mènent la vie dure n'ont jamais fait une guerre seule. On a vu ici en Ukraine il n'y a pas longtemps. Quand les Ukrainiens ont été attaqués par la Russie, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus appeler l'Afrique pour aller les aider. C'est pour dire qu'on ne peut pas mener la guerre seule. Donc, cette histoire de dire que non, il faut que ce soit les Maliens seuls qui se défendent, c'est faux. Il n'y a jamais un peuple comme les États-Unis n'a jamais mené une guerre seule. Il faut toujours des alliances. Donc, c'est important. C'est pour dire quoi? C'est l'alliance Russie-Mali qui fait cette montée en puissance. Bonne continuation. Et c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye. Bye bye from now, my dear friend Abou d'Angleterre. Eh bien, Gallo Sely est aussi en attente. Général Diawara souffrait que nous prenions Gallo Sely et nous venons vers vous parce que vous avez beaucoup, mais alors beaucoup à dire. Gallo, bonsoir. Oui, bonsoir M. Ladan, bonsoir à votre invité M. Batengene, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You et à M. Diawara. Monsieur Ladan, la question que vous avez posée est très simple. Comment expliquer la montée en puissance de l'armée des FAMA? Oui. C'est très simple. Pour moi, une armée repose toujours sur 5 piliers. Il y a les hommes, il y a l'armement, il y a le renseignement, il y a la logistique et il y a le soutien de sa population. Voilà les 5 éléments. Et je crois que dernièrement, lors de son passage au Cameroun, Madame Amina Fofana vous a expliqué comment le Mali essayait de développer tous ces 5 points-là. Or, si on joint le renseignement avec le soutien de la population, ça donne ce qu'on appelait au Cameroun le génie militaire, M. Ladan. C'est-à-dire que au Cameroun, nous avons une partie de l'armée qu'on appelle le génie militaire, c'est-à-dire ils construisent des routes, ils construisent des maisons, ce sont des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Or, comme j'aime souvent dire, que l'Afrique est, comment dire, que l'ombre de Sankara flotte sur l'Afrique, il faut le comprendre au sens que je vais vous expliquer en 1 minute, monsieur Ladan. Vraiment, les Européens nous ont été très méchants vis-à-vis de nous. Nous souffrons inutilement, monsieur Ladan. Vous imaginez, vous allez dans des quartiers, vous avez des hommes musclés, ils ont la force, des gens qui savent construire des maisons, mais leurs enfants n'ont pas d'école, leurs enfants n'ont pas de salle de jeu. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est juste que la population n'est pas mobilisée. Et c'est pour ça que je parle du sankarisme. Il faut mobiliser la population sur tous les plans. Aussi bien sur le plan de l'armée, avec le génie militaire, qui assure une très grande logistique. Et de l'autre côté, mobiliser la population. Nous ne pouvons pas attendre tout de l'extérieur. Mais vraiment, j'ai toujours du mal à comprendre comment, dans nos pays, on a 80% de chômage, alors que rien n'est fait dans nos pays. Mais ce n'est pas croyable. Tout est à faire dans nos pays. Comment sommes-nous au chômage? C'est parce qu'on ne mobilise pas la population. Et c'est là où les FAMA, je crois que c'est ce qui explique la montée en puissance des FAMA. Et d'ailleurs, le Burkina est en train de suivre le même chemin. Il faut recruter les hommes, les mettre au travail, construire les ponts, mettre tout ce qu'il faut pour que la population soit
au travail en harmonie pour défendre la nation. Ce n'est que ça qui peut assurer la montée en puissance d'un pays. Merci de m'avoir écouté. Cher Galoseli, vous revenez quand vous voulez, c'est un débat, c'est des échanges, appelez autant de fois que vous voulez. L'essentiel, c'est de nous apporter beaucoup d'éléments, comme vous l'avez d'ailleurs fait. Hein. Vous nous avez rappelé les 5 piliers qui, selon vous, sur lesquels doivent se reposer une armée efficace. Issa Diawara, enfin le général. Bonsoir, général Diawara. Merci d'être avec nous. Petit souci technique au début, mais vous êtes là, c'est le plus important. Nous parlons du Mali, votre pays, en s'interrogeant sur la montée en puissance des femmes en forces armées maliennes. Comment vous expliquez cela? Ok, merci beaucoup. Permettez-moi de vous saluer, M. Bachir, et saluer toute l'équipe qui est avec vous, les techniciens, tout le monde. Et saluer mon ami et mon frère qui est au plateau pour ces brillantes prises de parole, Jonathan Batigene. Permettez-moi aussi de saluer les appelants. Et je pense que les derniers appelants, surtout, Touga, il a parlé, il a fait brosser cela. Effectivement, il y a des points qui font et qui puissent permettre à une armée, quand on parle d'une armée, c'est, il faut distinguer une armée des hommes armés. Oui. Voilà, une armée, c'est vraiment, il y a logistique, il y a renseignement, il y a tout. Maintenant, c'est quoi la différence? Pourquoi la montée en puissance des formats? Pourquoi les Maliens lambda les sait? Pourquoi l'Africain lambda les voit, les constate? Pourquoi aujourd'hui aucun camp de l'armée malienne n'est plus attaqué? Or, c'était devenu monnaie courante quand on avait Barkhane ici. Je vous dis, c'est d'abord parce que l'armée malienne est partie d'une posture défensive vers une posture offensive. Ça dérange. Ça dérange la stratégie, surtout du camp adverse. Parce que souvent, l'ennemi, pas le camp adverse, mais le camp ennemi. L'ennemi ne sait plus en ce moment où est-ce que vous allez frapper et quand. Et surtout comment. Donc, au lieu de venir nous chercher, maintenant, c'est nous qui partons les chercher. Je pense que ça a été un changement très radical dans ce que nous faisons. Maintenant, pendant qu'on était avec Barkhane et Ibeka, ce sont les terroristes-là, la guerre par procuration, ce sont eux qui venaient chercher les militaires maliens. Ils couraient même derrière nous, ils nous cherchaient partout, ils nous traquaient. Mais c'est là avec les colonels, là, avec Assimi Goïta, le colonel Sadio Kamara et tous les autres. Je vous dis, Malik Diaoud, c'est là à cesser. C'est nous qui partons chercher les terroristes. Et nous les cherchons. Ils sont en train de se prendre au sein de la population. Et la population les dénonce. Donc je pense que cela a beaucoup joué. L'appelant a déjà parlé, bien sûr, des renseignements et autres. N'oubliez pas qu'avec la France comme partenaire, ce n'était pas partenaire, partenaire imposé. Vous savez, c'était les terroristes qui avaient plus de renseignements sur nous. Nous, on ne connaissait pas grand-chose de ces terroristes, de leur mobilité. Et quand ils nous attaquaient, la France n'était jamais là. La France n'a jamais mené une seule opération aérienne pour sauver un camp militaire malien qui a été pris entre les faits des terroristes ou un village malien qui était en train d'être brûlé. C'est là qu'il faut s'interroger. Beaucoup ne savent pas une chose. Vous savez, les faits sont têtus. Quand la France intervenait ici au Mali, dans les années 2012-2013, les fameux rebelles là étaient au nord du Mali. Et on parlait massivement. En tout cas, il parlait à l'époque des Touaregs, des Arabes, tout. Mais quand la France est arrivée à implanter ses bases, notamment au niveau de Gossi, c'est là que la France a fait échapper quelques leaders peuls. Vous comprenez? Donc Amadou Koufa. Ce leader-là, Amadou Koufa était un commissaire de police, un commissaire de ceux qui sont fait appeler des djihadistes au niveau de Gao. Les Amadou Koufa ont été récupérés et réentraînés. Quand la France interdit l'accès à Kidal, de Kidal à l'armée malienne, ces Koufa et autres-là ont été entraînés là-bas, équipés là-bas. Et ensuite, c'est dans les années 2015 que la guerre s'est propagée au centre du Mali. Et avec qui? Avec les Koufa. Les Koufa, ce sont eux qui sont revenus. Et maintenant, ils savent maintenant comment recruter au sein de leur ethnie, au sein de leur tribu. Donc la France fait croire qu'il y a une guerre de communauté. Non. Koufa a pris seulement les maillons faibles. Il n'y a que quelques gens qui l'ont suivi. La majorité de la communauté de Koufa n'est pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'amis peuls. Regardez l'autre jour, il y a eu un documentaire sur TV5. Ils disent qu'en Afrique, il y a à peu près 70 millions de peuls. Et que ces 70 millions de peuls sont marginalisés en Afrique. Il s'agit de quelle Afrique? Ici, nous nous marions avec les peuls. Amina Fofana qui fait une mission chez vous ici, là. Sa mère est peul.
Assimi Goïta, sa femme est pleine. Il y a quel problème ici? Nous ne connaissons pas ce problème. Le fait que nous avons contrecarré ce problème aussi tribal que la France a voulu créer, cela a contribué à la montée en puissance des forces armées maliennes. Les Peuls ont compris, les Dogo ont compris, les Bambara ont compris que nous n'avons pas un problème d'ethnie entre nous, que c'était un problème qui a été créé par l'homme qui se cache derrière le faux masque. Il s'agit bien sûr du militaire de Macron, du militaire de Sarkozy, du militaire de François Hollande. Et ensuite, toujours pour aborder dans ce même sens, vous savez, il y a un intervenant qui a parlé, bien sûr, du génie. Il y a les génies dans beaucoup de pays d'Afrique. Il faut les mettre en valeur, les génies militaires. Vous savez que dans une ville du Mali qu'on appelle la ville de Markala, c'est là qu'on a enlevé Modibo Keïta. Ils ont décidé de mettre fin au règne de Modibo Keïta au niveau de Koulikoro. Parce qu'à Markala, l'armée malienne fabriquait déjà des armes. Et le Mali a toujours cet atelier intact, mais que la France avait rendu inopérationnel. Aujourd'hui, je pense que les 5 colonels sont en mesure aujourd'hui de rendre opérationnel cet atelier qui se trouve au niveau de la localité de Markala. C'est là-bas que le Mali produisait ses propres armes. Beaucoup ne le savent pas. Et ensuite, un autre point très important, la France aujourd'hui, quand on parle de renseignement, j'ai parlé du volet renseignement, c'est la France qui donnait nous nos positions aux terroristes. Et la France faisait tout pour que nous ayons armes égales avec les terroristes. Et quand nous avons armes égales avec les terroristes, ça nous met en difficulté. Aujourd'hui, le partenariat avec les risques nous a permis d'obtenir ce qu'on appelle suffisamment d'armes, dont des hélicos de combat, des avions de combat, et nous avons beaucoup d'équipements. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre de force entre les terroristes et nous. Merci. Toucher justement le volet ces rapports qui pullulent quand même de partout pour démontrer le contraire, puisque sur le terrain, vous l'avez expliqué, on voit bien que les populations vaquent à leurs occupations, mais les manifestations, ou plutôt la grève des habitants de Gao a suscité quand même beaucoup d'intérêt du côté des ONG, etc., qui semblent démontrer que les autorités maliennes n'ont pas le contrôle de la situation dans le nord. Et ces endocolons, ces valets, et ça dit quoi? Ceux qui se sont fait appeler les microbes de Ouattara, ils essayent, ils se disent microbes, ils essayent, en tout cas, comment on dit ça, essayer de transformer cela en propagande. Mais la grève, on ne fait pas de guerre en France. Il y a quel pays ici, en tout cas qui suit la France ou autre là, qui ne connaît pas de grève? Mais la guerre se fait partout, c'est dans ce mois. Donc moi, je ne vois pas un problème à quoi une grève de 48 heures, c'est pas de son usage, une grève de 48 heures au Mali puisse faire aussi autant de bruit. Oui. On demande au Mali d'être quoi? Un pays uniquement des saints, un royaume de prophètes, c'est ça? Où personne ne doit faire grève. Nous sommes déjà au paradis. Non, nous sommes des humains comme les autres. Le Mali aussi connaît certaines difficultés. C'est une réalité. Mais pourquoi cette grève? Cette grève, c'est parce que les populations se plaignent des cas d'insécurité. Et qui est derrière ces cas d'insécurité? Qui a apporté les terroristes? Qui les a armés en Libye? Qui les a formés à Kidal, refusé l'accès de Kidal au Mali? Qui a poussé le Mali à signer cet accord d'Alger? C'est la France même qui a amené Barkhane, Takuba, tout le monde pour former beaucoup plus de rebelles et les déployer au centre. Qui a distribué massivement des armes déjà au niveau du Mali, même des armes lourdes? C'est pas la France. Aujourd'hui, cette grève est une des conséquences du long séjour de la France ici au Mali. Et je rectifie d'ailleurs Emmanuel Macron qui dit qu'il met officiellement fin à l'opération Barkhane. Lui, il met fin à quoi? C'est l'Afrique qui a mis officiellement fin à l'opération Barkhane. Nous avons explicité Barkhane. Ça, au moins, il faut accepter, il faut apporter cette victoire aux Maliens et aux Africains. La France n'est pas partie du bon gré. Nous l'avons explicité. Donc, cette histoire de grève pour cause d'insécurité, bien sûr, il faut comprendre, je comprends l'impatience de nos populations, mais la France a mis 9 ans. 9 ans que le cancer, en tout cas, c'est empiré. En 12 mois, on ne peut pas. Tout le monde voit que les colonels, les autorités du Mali
font tout ce qu'elles peuvent aujourd'hui pour finir avec ce problème d'insécurité. Le gros de notre budget aujourd'hui est orienté vers la défense. Ce sont des avions qu'on achète, des drones, des radars. Au même moment, les valeurs de la France même essaie de nous encercler militairement. Donc il faut à la fois faire face à la menace terroriste, il faut à la fois faire face à la menace de la France elle-même, qui est tout autour ici au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad. Il faut encore faire face à la menace de la CEDEAO. Il faut encore faire face à beaucoup de menaces à la fois. Et je demande aux populations de Gao de comprendre qu'en réalité, les autorités sont engagées sur plusieurs fronts. Je les comprends, c'est leur droit. C'est très normal. Même nous qui sommes ici, nous sommes dans une insécurité. Donc c'est très normal, même si ici les gens faisaient de la grève, ça passe. Mais il faut savoir que cette grève qui a lieu pour cause d'insécurité, c'est parce que la France est venue nous créer ces problèmes de sécurité. Si l'OTAN n'avait pas intervenu en Libye, nous, on n'allait jamais connaître ces problèmes. Mais pourtant, est-ce que cela veut dire qu'il faut croiser les bras et dire que la France est responsable de tout? Je pense que la réponse est non. Les autorités du Mali sont en train d'apporter des solutions. La France est un pays qui nous fait la guerre. Nous sommes aussi un pays. Nous devons aussi être à mesure de répondre à cette guerre. Nous devons aussi être à mesure, bien sûr, de déstabiliser la France. Pour moi, ça se prépare à long terme. Et moi, je n'exclus pas. C'est un souhait. L'armée malienne doit se doter de toutes les armes, y compris les armes de terrain, y compris les armes nucléaires. Parce que dorénavant, notre ennemi, c'est clair, c'est l'armée française. Et cette armée française ne veut pas nous lâcher. Nous ne devons pas aussi la lâcher. Donc la guerre, elle est ouverte entre le Mali et la France, pas qu'entre le Mali. Les autres Africains n'ont pas peut-être compris, mais c'est une guerre que l'Occident déclare à l'Afrique toute entière parce que l'Afrique commence en tout cas à se rebeller. L'Afrique est dans une insoumission que l'Occident ne parvient pas à comprendre. Quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas des dirigeants africains. Les Occidentaux savent qu'ils sont vomis par tous les peuples d'Afrique. Seulement le temps de dégager les dirigeants qu'ils ont imposés à la tête de nos pays et qui ont le droit de vie et de mort. Simple preuve, demain Ouattara va convoque en Côte d'Ivoire des gens qui ont pris l'initiative de la marche pacifique du 25 novembre. Ouattara les convoque demain au niveau d'un arrondissement, d'un commissariat de police. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Au Mali, quand il y a manifestation, au moins, ça peut être des autorités politiques au niveau du gouvernorat qu'on peut vous convoquer, mais c'est un commissariat qui convoque ces gens-là. Dites-vous qu'on risque de peut-être de les emprisonner. Et il n'y a quelle liberté? La France voit cela. Cela ne fait pas du boucan. Personne n'en a parlé. Et le Mali qui octroie ses droits de grève, il faut en parler. Il faut dire que c'est l'enfer qui est en train d'être tombé au Mali. Non. Le Mali est en train de payer le prix de sa liberté. Et nous allons nous libérer. Merci bien. On reviendra vers vous dans quelques instants. Le temps de retourner au téléphone puisque Zerfel nous appelle. Il est en attente aussi depuis quelques minutes et je crois qu'il est toujours là. Zerfel, bonsoir cher ami. Bonsoir Bachir, bonsoir Jonathan et bonsoir à tous les techniciens de For You. Moi, vous avez posé une question, la puissance, la montée puissance de l'armée malienne. Vous savez, monsieur Bachir, si en Afrique, hein, il y a des enfants surdoués, c'est-à-dire que s'ils devaient faire CP1, c'est pas sa classe, mais ils devaient être au lycée. Aujourd'hui, c'est la même chose que les armées en Afrique. Nos armées ne sont pas des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne savent pas faire la guerre. Mais tout simplement, il fallait que, comment dirais-je, un bon instituteur, un bon professeur pour les enseigner où ils doivent aller. C'est tout. C'est-à-dire que le matériel aujourd'hui que le Mali a acquis avec la Russie, ça leur fait la puissance. Parce que ça fait longtemps que quand tu vois des choses comme un enfant, votre enfant aujourd'hui à la maison, vous savez que cet enfant, il est très intelligent. Mais s'il n'y a pas un professeur, s'il n'y a pas un instituteur pour encadrer cet enfant-là, vous pensez qu'il va aller de l'avant? C'est la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez mis sur ce sujet du Mali, l'armée malienne, elle est en puissance. Parce qu'elle a tout le matériel qu'il faut avoir pour travailler, pour aller sécuriser son pays,
pour aller sécuriser chez les citoyens. Ils ont tous marqué. Alors, qu'est-ce qui va les empêcher de ne pas aller de l'avant? Mais si je finis de dire ça, votre invité Diawara, vous êtes comment dire, vous venez toujours nous informer. Mais M. Bachir, je vous ai posé une question. Parce que vous êtes en guerre présentement. La guerre n'a pas encore éclaté au Mali, mais vous êtes en guerre. Entre parenthèses. Il y a des choses qui se passent dans cette ville. Les gens se sont levés pour faire de n'importe quoi. Ce ne sont pas des microbes. Mais faites attention, parce que quand le mur est fondu, les lézards vont percer, les cafards vont rentrer dans votre maison. Ça, c'est la bonne chose. Donc, prenez des choses, des petites choses, c'est ça qui devient grand. Hein? C'est les gouttes d'eau qui débordent la vase. Donc, on ne dit pas, sur le plateau, tout est sécurisé ou machin. Non. Il ne faut pas. Vous n'êtes pas militaire, mais ce sont les militaires qui peuvent dire ce genre de trucs. Mais vous qui venez sur le plateau pour nous informer, soyez quand même cohérents et précis. Parce que quand je vous écoute, parce que rien n'est précis. Rien n'est précis, c'est ce que moi j'entends. Parce que le problème qui se passe maintenant dans cette ville, les gens se sont levés. Et que c'est ça, parce que j'ai entendu sur les trucs, en disant que bon, la cherté de la vie, c'est pourquoi les gens sont sortis. Non, ce sont des trucs qui sont à prendre au sérieux. Parce que calmer, comment dire, allez voir les grands religieux qui sont là pour calmer cette population-là. Pour que le Mali, le colonel puisse vraiment accomplir son travail. Pourquoi il est venu à la tête du Mali? Pour que les Maliens puissent être en sécurité. Pour que le pays puisse avoir ce qu'ils cherchaient depuis longtemps, pour que leur liberté, leur indépendance soit assurée. Ne dis pas que machin, c'est comme ça, c'est sorti d'entrer là, parce que moi je suis dans le flou, ce que vous dites. Excusez-moi, c'est la vérité. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, on doit faire beaucoup attention. On va faire beaucoup attention. On ne prend pas toutes choses à la légère. Parce que les armes sont là, maintenant tout est sur le plateau en or. Non, arrêtez ça. Ça, c'est la moindre des choses. Je m'arrête là. Merci. Merci Zerfel. On restera au téléphone certainement, juste pour préciser que la grève de Gao n'avait rien à voir avec la cherté de la vie. C'est justement des revendications, c'est un appel à une riposte sécuritaire, rappel à l'ordre de certains agents des forces de sécurité qui s'adonnent à des dérives d'intimidation et de raquettes non justifiées, et la fin de l'ingérence de certaines personnalités dans les dossiers judiciaires des délinquants mis aux arrêts. Voilà, c'était ça pour l'information. Issa Diawara, à moins que vous n'ayez autre chose à ajouter de ce côté. Oui. Général Diawara, vous me recevez sur... J'essayais de préciser quand même à notre ami Zerfel que les revendications au niveau de Gao n'étaient pas liées à la cherté de la vie, mais plutôt à des questions d'insécurité et puis aux attitudes de certains membres des forces de maintien de l'ordre qui s'adonnent aux raquettes, et également la question des ingérences de certaines personnalités une fois que certains délinquants sont arrêtés. Je crois que c'est bien ça la revendication au niveau de Gao. Oui, surtout les assassinats ciblés. Oui. Ça, au niveau de Gao, c'est monnaie courante. Oui. Les assassinats ciblés des personnalités. Donc, mais les assassinats ciblés, vous savez, pour les pays qui m'écoutent par exemple, au niveau du Niger, j'ai vu ça récemment, et même au niveau du Burkina, l'attaque qui a eu lieu récemment au niveau du Togo ou Bénin, là, quand on cible les grandes personnalités, c'est le mode de recrutement en fait des terroristes. Parce que généralement, quand les terroristes veulent recruter, vous avez des maîtres marabouts qui à eux seuls peuvent avoir 300 disciples. Oui. Au lieu d'approcher les gens individuellement, ils passent d'abord par ces gens-là. Oui. Et quand ces gens-là ne coopèrent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent 1, 2, 3 et puis les autres vont collaborer. C'est comme ça le mode de recrutement rapide de ces terroristes. Ou encore, ils vont faire assassiner des chefs de village. Ils viennent dans un village, ils enlèvent le chef de village, ils disparaissent avec. Il ne revient plus. Le lendemain matin, on retrouve sa tête accrochée quelque part. Le lendemain, en tout cas le jour d'après, ils le font au niveau de notre village.
quand ils vont atteindre 3 à 5 villages, donc ils vont lancer cette campagne d'intimidation autour des autres chefs de village. Dorénavant, si vous collaborez avec l'armée malienne, voici ce qui vous attend. C'est pourquoi c'est tellement complexe de lutter contre cette histoire d'insécurité que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils font des assassinats ciblés contre certaines personnalités au niveau bien sûr, des villes de Gao, des villes de Tombouctou. Donc, les gens en ont marre, et surtout les bus, les cars qui sont pris en partie par les touristes. Donc, on se plaint de tout cela parce qu'aujourd'hui, pour se rendre à Bamako, n'oubliez pas un moment même, la route Bamako, Gao-Bamako a été coupée pendant longtemps. Parce qu'on a miné, on a posé plusieurs mines. Or, une route qui fait des centaines de kilomètres, où savoir l'emplacement exact des mines, à quelle vitesse l'armée doit avancer. Or, plus vous avancez très lentement, plus vous êtes exposé à une attaque sporadique qui peut venir d'une colline ou bien quelque part. C'est pourquoi je dis l'armée malienne est en train de faire presque l'impossible, parce que le Mali c'est 1 241 238 km². Ce n'est pas facile, de vastes espaces désertiques. Donc aujourd'hui, je comprends l'impatience de la population. Bien sûr, ce mouvement de grève, c'est principalement pour surtout des raisons d'insécurité. Insécurité suite à des embuscades qu'on tente aux bus, aux véhicules de transport civil, et ensuite, suite à l'assassinat ciblé de certaines personnalités, et au but de cela, plus les camions sortent sur des mines. N'oubliez pas que les camions de transport des touristes arrivent à incendier souvent 5 à 6, voire 10. Or, si le produit n'arrive pas à destination, bien sûr, ça peut créer aussi une pénurie. Au vu de tout cela, il y a cette grève pour demander aux autorités de mettre encore du paquet pour accélérer, bien sûr, la libération totale de la partie nord du Mali. Ce n'est pas mince à faire, ce n'est pas un travail facile, mais je pense aujourd'hui les autorités militaires sont là-dessus. La simple preuve, c'est la militarisation de la protection civile et de la police pour occuper les localités qui ont été libérées par l'armée, pour permettre à l'armée d'avancer. Et je vous dis, il y a aussi cette campagne que je vois Serge Daniel et les médias français dire que la localité de Menaka, par exemple, est menacée. Il y a affrontement entre différents groupes terroristes. C'est un piège et moi qui suis civil, je le comprends. Le Mali est tellement vaste que quand vous avancez, vous savez, l'armée a une méthode d'avancer. Si vous avancez de trop, vous allez vous laisser à découvrir, comme au football. Plus vous attaquez, faites beaucoup attention, assurez vos défenses. Sinon, vous allez vous faire prendre par surprise. Et vous risquez beaucoup de militaires risquent de se faire, en tout cas, encercler par l'ennemi. C'est pourquoi les policiers, la protection civile ont été militarisés pour permettre, bien sûr, de couvrir l'armée, plus elle est en train d'avancer. Aujourd'hui, je pense que l'armée occupe une bonne partie du Nord Mali et on peut même estimer jusqu'à 90%. Mais occuper les localités, d'accord, mais apporter la sécurité totale, c'est là que les bas blessent. Parce que ces gens-là, pendant 9 ans, ils ont eu le temps d'infiltrer, et comme je vous ai dit, ils ont intimidé les chefs de village, qui beaucoup sont obligés de collaborer avec eux. Ils ont intimidé les chefs, les maîtres coraniques, beaucoup sont obligés de composer avec eux parce qu'ils savent comment les enlever. L'armée doit non seulement sécuriser le territoire et à la fois protéger chaque civil, certainement. Jonathan Batengene, je reviens. Des personnalités au Mali et protéger tous les convois. Merci. Merci, Issa Diawara. J'ai failli vous appeler général aussi. Hein. Voilà. Non, il y a un seul général sur notre plateau, c'est Issa Diawara. Jonathan Batengene. Alors, Barkhane, officiellement, va quitter donc, le Sahel. Je veux dire, l'opération Barkhane va être mise comme ça à la fin. Et puis, il y a quand même que le dossier de la plainte malienne reste en suspens au niveau du Conseil de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Oui, le timing, pour l'instant, les événements font que de moins en moins on en parle. Et c'est bien parce que c'est notre communication qui devrait plutôt... Très bien. Je vous pose la question exprès parce qu'un de nos téléspectateurs a dit, est-ce que finalement le Mali ne serait pas en train de négocier, est-ce que la France ne serait pas en train de négocier pour que ces dossiers ne soient pas affichés au niveau du Conseil de sécurité en enlevant ces forces Barkhane? Il veut peut-être dire que le départ de Barkhane contre le silence des autorités maliennes, je crois que c'est un peu... Non, ce n'est pas un marchandage.
Comme l'a dit mon frère Issa Diawara, que je salue en passant, mon frère le général, c'est sous la pression, c'est parce que l'opinion publique africaine digère mal la présence des militaires que les Français dégagent. Ils sont en train de partir, déguerpissent. C'est une situation qui n'est pas normale, c'est une situation qui arrive après une pression populaire intense et un désamour qui aujourd'hui frise un divorce violent parce que les populations civiles dans ces pays-là sont prêtes à se sacrifier pour faire partie de ces soldats. Ils sont pas la bienvenue. Leurs déplacements sont désormais plus protégés que ceux même d'un chef d'État. Quand une armée est dans de telles conditions, elle sait qu'elle est persona non grata et donc elle est obligée de quitter les lieux. Elle était elle-même déjà en insécurité. Il n'y a pas un marchandage du silence du Mali, c'est voir les choses un peu de manière cynique que de penser comme ça. Sauf que le timing, oui, la France essaie d'utiliser au maximum des éléments qu'elle va mettre dans sa communication parce que la prochaine guerre entre la France et les pays du Sahel, elle est informationnelle. Ça a commencé avec les rapports de Amnesty International qui, dans les interviews abondamment relayées par les médias mensonges d'Occident, veut incriminer les autorités maliennes comme étant incapables d'assurer la sécurité des populations. C'est l'objet de cette campagne de sabotage et de discréditation de l'armée malienne. Ce n'est pas des campagnes basées sur la protection des populations civiles. Effectivement, le général Diawara a touché des points qui sont importants parce que la question de la mort des leaders locaux, on a vu ça ici au Cameroun avec le nord-ouest, le sud-ouest, on a vu des chefs kidnappés, tués, ça participe de la banalisation du pouvoir de ces individus, mais ça participe également de la création d'une force locale fait d'individus qui sentent que le pouvoir cheval s'est effondré et qui, perdant tous les repères de l'autorité traditionnelle, se croient un droit désormais d'agir à leur guise. C'est la preuve que ces terroristes travaillent avec des cercles de réflexion importants qui ont pris le temps de comprendre l'anthropologie culturelle et la sociologie de ces peuples-là et de savoir comment faire pour radicaliser ces individus. C'est un processus qui a été éprouvé. Tout ce qu'Issa a dit tout à l'heure, ça m'a rappelé que sur le théâtre des opérations au Cameroun, sur les théâtres de guerre au Cameroun, on a observé ces phénomènes-là. On prend le Boko Haram par exemple, prenait en otage les familles des combattants et les obligeait à aller se battre. C'était ou vous mourrez au front ou votre famille se fera massacrer. Donc vous êtes dans un choix, vous avez un choix tout à fait comment dire, un choix très compliqué à faire. Vous battez jusqu'à la dernière goutte parce que vous dites qu'au moins cela, votre famille aura la vie sauve. On ne sait pas si les familles finalement ont la vie sauve, peut-être qu'ils les massacrent après. Donc il y a tous des procédés qui ressemblent effectivement aussi à ceux qu'on observe en Ukraine. Vous avez les bataillons néo-nazis qui disent aux soldats de l'armée ukrainienne qu'ils sont à 20 km, ils disent celui qui va essayer de fuir pour revenir vers le pays, de quitter sa position parce qu'il a peur de l'armée russe, eh bien celui-là il sera abattu vertement. On le lui dit de manière crue. Donc c'est les mêmes techniques. Donc on enrôle des personnes contre leur gré dans des guerres. On en fait des combattants irascibles, des combattants qui finalement se battent jusqu'à la dernière goutte, pas parce qu'ils le veulent vraiment, mais parce qu'ils n'ont pas de choix. On crée les conditions pour que ces derniers soient tout à fait dans une situation où ils se battent à mort. C'est une stratégie de mort qui est utilisée et qui malheureusement a des répercussions négatives dans les zones.
concernant l'enquête, comme nous disons, c'est très important. Oui, parce qu'on a l'impression quand même que il faut que l'armée... Plus on reste silencieux, plus l'affaire est... C'est ça. Ouais. Si l'armée malienne rentre dans la stratégie du déni ou bien du silence, ce n'est pas bon. Ça ne sera pas... Ce sera contre-productif. Pas dire que ce ne serait pas bon. Ça sera contre-productif parce que ça va donner l'impression à ces populations qu'effectivement l'armée malienne n'est pas républicaine. Alors qu'elle est dans son bon droit, elle est dans ses missions constitutionnelles. Et une enquête par contre de l'armée malienne, s'il lui a reproché un certain nombre de bavures, une enquête en bonne et due forme, l'établissement de responsabilité, l'incrimination des responsables et leur présentation devant un juge, le compte rendu par voie de conférence de presse de l'armée. Ils ont un directeur de l'information qui est formidable, qui commet des magnifiques comptes rendus sur les opérations. Si c'est dans la même veine que les opérations se passent, eh bien, les populations vont prendre conscience et maintenant prendre des mesures préventives pour que l'armée ne se retrouve pas dans ces scandales de bavure qui peuvent discréditer une armée. Perdre une guerre, ce n'est pas seulement ne pas avoir assez de matériel technologique pour mener cette guerre. C'est aussi perdre la faveur de l'opinion. Si vous perdez la faveur de l'opinion dans une population précise, cette population ne coopère plus. Dans les cas de guerre asymétrique, vous les perdez, ça c'est sûr. Et donc, il faut mener cette guerre informationnelle pour réussir ce combat. Il ne faut pas rentrer dans la stratégie du nil, de la négation. Oui. C'est contre-productif pour les armées. La négation est contre-productive, surtout pour une armée nationale qui est dans son bon droit. Il faut enquêter, il faut sanctionner et il faut communiquer. C'est les mécanismes qui permettent de mieux gérer ces situations. Maintenant, pour les questions d'insécurité, effectivement, l'armée doit aussi communiquer dessus. Parce que quand il y a des règlements de compte, voilà, là c'est Issa Diawara qui nous informe, c'est pas aussi très souhaité. L'armée pourrait utiliser à son avantage ces situations qui sont provoquées qui sont utilisées par les terroristes, les mercenaires étrangers, en signalant dans les comptes rendus, en signalant le nombre de cas qui a sévi et en créant des cellules psychologiques d'accompagnement de ces populations. Parce que lorsque un membre a été abattu dans de telles conditions, dès qu'il y a un encadrement autour de la famille se sent prise en charge et elle se sent intégrée dans la stratégie de l'armée. Et c'est une bonne stratégie pour gagner les populations. Il faut une stratégie bien pensée qui intègre l'humanisation de l'action militaire. Quand il y a humanisation de l'action militaire, on voit comment, par exemple, les forces camerounaises opèrent aujourd'hui dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Grâce à l'humanisation de l'action militaire, on a gagné, les militaires camerounais ont gagné la confiance des populations. Et maintenant, c'est les populations qui, elles, se battent pour davantage livrer les terroristes. Ouais. Donc, c'est une stratégie que pourrait intégrer l'armée malienne, gagner les populations et aussi continuer, parce que j'ai vu, il y a des opérations, et il y a beaucoup d'opérations dans le sens de l'humanisation de l'action militaire que mène l'armée malienne. J'ai vu dans plusieurs localités, ils ont fait des dons, ils ont apporté des éléments humanitaires. Seulement, ça doit aussi rentrer dans la nouvelle stratégie, l'accompagnement psychosocial. L'accompagnement psychosocial des personnes qui sont dans les situations que Issa a décriées. Si l'armée crée des cellules d'accompagnement dans ce sens, on recrute quelques spécialistes. On sait que la faculté de sciences sociales de l'université de Bamako a formé de bons spécialistes dans le domaine. On peut recruter des jeunes et c'est ça participe aussi de la lutte contre le chômage. On recrute des jeunes originaires de ces régions parce que ce sentiment originaire de ces régions et d'autres régions, parce que ce sentiment de voir l'État aux côtés des victimes. Il faut savoir que ces populations sont victimes et le rôle de l'État, c'est de leur montrer qu'elle prend en compte leur situation de victime. Donc, dès que ces mécanismes sont activés,
on gagne des points, on marque de nouveaux points sur les terroristes et on les met davantage en minorité dans l'opinion. La grande bataille, c'est la bataille de l'opinion actuellement. Si cette bataille est gagnée par l'armée malienne sur le terrain des villes où il y avait auparavant une certaine présence de terroristes, eh bien, ils vont voir, elle va constater elle-même que sa montée en puissance va aller crescendo et elle aura davantage encore d'adhésion populaire. Allons vers Issa Diawara, certainement pour la dernière intervention ou l'avant-dernière. Issa Diawara, pourquoi ce silence quand même des autorités maliennes sur leur plainte au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies vis-à-vis de la France? On n'a pas l'impression que ça communique depuis quelque temps. Oui, mais le Mali reste sur ses positions. Dire que le Mali négocie en douce, c'est une erreur. Le Mali ne négocie rien. Le Mali a été catégorique, c'est une plainte. Et le Mali attend la France au niveau du Conseil de sécurité. Oui. Maintenant, si cela n'est pas le cas, est-ce que le Mali doit chaque semaine ou je sais pas, chaque mois, c'est quoi la périodicité de la communication? Est-ce qu'il faut établir un calendrier pour que le Mali communique là-dessus? Moi, je crains que cela ne tombe dans un bavardage, que le Mali même finit par banaliser, en tout cas sa plainte, parce qu'à trop communiquer dessus, pour moi, cela vise à banaliser les documents. C'est une plainte et le Mali a informé déjà l'opinion nationale et internationale de cela, donc on ne peut qu'attendre. Oui. Et le Mali est revenu là-dessus au niveau du Conseil de sécurité. Et à chaque fois que le Conseil de sécurité, pardon, au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, et au niveau du Conseil de sécurité, à chaque fois que l'occasion se présente, le Mali revient là-dessus et de façon médiatisée. Je ne pense pas que c'est la peine qu'aucun ministre du Mali aujourd'hui fasse une conférence de presse pour en parler comme ça, du moment où il y a régulièrement des réunions au niveau du Conseil de sécurité et c'est le cadre approprié. N'oubliez pas, parce qu'à trop communiquer dessus, pour moi, on risque de banaliser en tout cas la plainte, ou en tout cas, ça risque de jouer même sur le crédit des autorités, en tout cas du Mali. Il faut garder ça comme tel. C'est une pression, c'est un épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête, en tout cas, de la jet française. Nous n'avons pas à nous précipiter, ce n'est pas le Mali qui est accusé, mais c'est le Mali qui accuse. Donc la pression est de quel côté? Qui a la pression? Je pense bien sûr, c'est la jet française. Et ensuite, ce que Jonathan a dit, oui, l'armée malienne a un volet humanitaire. Bien sûr, l'armée malienne fait tout cela, mais vous savez, c'est un peu compliqué. La réalité du terrain en est autre. N'oubliez pas que le Mali a un ministère, tout un département, qu'on appelle le ministère de la Réconciliation nationale. Et à la tête de ce ministère, vous avez le colonel-major Ismaël Ouagé. Le colonel-major Ismaël Ouagé, c'est l'un des 5 colonels. Des 5 colonels, c'était le seul officier de l'armée de l'air. Et c'est lui qui a la tête du ministère de la Réconciliation. Donc c'est un ministère qui pose beaucoup d'actes dans ce sens. Non seulement qui démarche le groupe rebelle, qui cherche à désarmer ceux qu'on peut désarmer, et ensuite qui vient réparer, qui apporte assistance. Et il y a des médecins ou autres qui viennent soigner des malades, qui apportent vraiment assistance aux civils. Mais cela ne suffit pas, comme je vous ai dit, les terroristes, en s'apprenant directement au maître coranique, en abattant directement, en assassinant les chefs de village, les chefs de canton, ils avaient réussi à terroriser, en tout cas, des villages, des localités, des villes entières. Donc maintenant, comment finir avec cela? Entre-temps, beaucoup avaient eu le temps de mettre beaucoup d'hommes à leur disposition. Il y a les derniers hommes, les derniers poches sont entrés. Le mois passé seulement, le Mali a tué, les derniers communiqués, à peu près plus de 120 terroristes. Donc, il n'y a pas un mois où au moins 60 terroristes ne sont pas neutralisés. Mais, comprenez l'immensité aussi du territoire du Mali, il faut intégrer cela. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut intégrer. N'oubliez pas que l'armée malienne n'avance pas seule. Beaucoup crient, l'Occident crie. Je le répète que Bazou m'avait dit que Menaka allait tomber dans les semaines qui suivent. Menaka est toujours entre les mains du Mali. Ils avaient dit que Gao allait tomber, Gao tient toujours bon. Ils ont relayé maintenant l'appel du général El Hadj Gamou, qui est un général, ils disent bien, à la tête de ce qu'on appelle Gatia. Gatia, c'est le groupe d'autodéfense des Touaregs immigrants et alliés. Parce qu'il y a certaines élites des Touaregs qu'on appelle des Ifogas qui ont été manipulés par la France et ce sont eux qui avaient créé cette rébellion de ce qu'on appelle Azawad. Mais il y a la majorité des Touaregs, notamment les immigrants, ne sont pas d'accord. Et à leur tête, vous avez le général
le général Eladj Gamou. Donc il y a ce problème, c'est pourquoi il y a beaucoup de réalités. L'armée malienne peut prendre Kidal, c'est moi qui vous le dis. Mais quand l'armée malienne prend Kidal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ouais, ils se sont attaqués aux minorités, ils ont fait bavure, il n'y a plus de droits de l'homme respectés. Mais Eladj Gamou, c'est un Touareg. C'est un Touareg comme ceux qui occupent en partie Kidal. Donc c'est lui aujourd'hui qui est en train de combattre pour la libération de Kidal du Nord Mali. Et comprenez ce que ça veut dire. Je sais que vous savez lire entre les lignes. C'est un général de l'armée malienne, mais il a aussi un Touareg comme certains voyous qui se sont fait enrouler par la France. Et même les Ifogas, là, ils ne sont pas tous manipulés par la France. Il n'y a que quelques-uns. D'autres sont manipulés par d'autres pays qui sont frontaliers, d'autres pays amis, ou d'autres pays en tout cas, qui sont souvent amis du Mali. C'est très complexe. Le Mali a cette frontière. C'est pas facile, mais je pense que les choses vont dans le bon sens. Parce qu'en 12 mois, le Mali a récupéré beaucoup de territoires. 9 mois, ce que la France a fait, c'est pas facile de tout récupérer en 12 mois. Je pense qu'il faut, parce que l'offensive a commencé en novembre 2021. Actuellement, nous sommes en novembre 2022, donc ça fait 12 mois, oui, effectivement. Je pense qu'il faut attendre 24 mois ou voire 36 mois pour que le Mali, en tout cas, puisse atteindre une certaine stabilité. C'est la guerre elle est ouverte. C'est pas que la guerre va commencer, la guerre, elle est en cours. Merci. Merci Issa Diawara. Peut-être en 30 secondes, puisque nous refermons l'édition, j'ai vu sur votre page Facebook où vous lanciez un appel à la jeunesse de Caille par rapport au ravitaillement de la MINUSMA. En 30 secondes, qu'est-ce que cela... C'était quoi cet appel? Oui, c'est un appel pour mobiliser la MINUSMA. Je pense que nous avons dit dans les discours. Oui. Mais moi, je dis beaucoup plus les médias. Sur les médias, est-ce que j'ai réellement le temps de participer à l'organisation du terrain? Et je ne sais pas trop. Mais nous avons lancé un appel et nous pensons que les leaders vont saisir. Maintenant, s'ils ne saisissent pas, je pense qu'on sera obligé de faire un travail de terrain, un travail de fond. Et ce travail est en train d'être fait. Déjà, la MINUSMA a été bloquée dans une localité, la localité de Tibol. Il s'agit de les bloquer parce qu'il s'agit du convoi de ravitaillement de la MINUSMA qui est parti du Sénégal, en tout cas pour le Mali. Il s'agit pour nous de bloquer tout simplement le convoi de la MINUSMA. Et je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Ça peut prendre des jours, des mois, mais ça doit être fait pour immobiliser le convoi de la MINUSMA un peu partout au Mali. Très bien. Merci à vous, Issa Diawara, le général. Merci à Jonathan Batengini. À nous appelant, très nombreux encore étaient-ils ce soir pour nous suivre. Et tous ceux qui étaient en live avec nous sur la page Facebook de For You Media Africa. Ils sont très nombreux, je ne peux pas les citer, mais on se comprend, on se connaît, on échange d'ailleurs, même pendant l'émission. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour le même programme sur la même chaîne, Inch'Allah.